Le 17 janvier 1998, vers 23 heures, Michel Tolis reçoit un appel téléphonique de son fils Fabio. Fabio, cosa c'è? La voix hésitante, Fabio informe son père qu'il ne rentrera pas, car il souhaite passer la nuit avec sa copine Chiara Marino, une jeune femme qui a 3 ans de plus que lui. No, torni a casa. Fabio. À moitié endormi, Michel Tolis demande à Fabio de rentrer à la maison, car il juge que ce n'est pas un comportement correct pour un adolescent de 16 ans. D'habitude, mon fils est très affirmatif quand il parle. Ce soir-là, je trouvais étrange qu'il hésitait au bout du fil. Il marmonnait presque. J'avais l'impression que quelqu'un lui suggérait quoi dire au téléphone, ou qu'il était peut-être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Je lui ai dit, non, tu es parti en ville. As-tu pris une bière de trop? Je veux que tu rentres à la maison comme d'habitude, et s'il est trop tard pour prendre le bus, rappelle-moi, et j'irai te chercher. Très bien, papa. Sa façon de parler ne m'a pas paru trop suspecte. Mais ça m'a quand même inquiété. Comment dire, assez pour m'habiller, parce que j'étais en pyjama, pour aller le chercher. Je me suis dit, j'espère qu'il ne fera pas une sottise avec Chiara, cette jeune fille. Je pensais alors qu'elle était mineure comme mon fils. Et je ne voulais pas qu'il me crée des problèmes avec ses parents. Pourquoi Fabio avait-il téléphoné? Il savait très bien que son père lui refuserait sa permission. Michel a la nette intuition que quelque chose se trame en coulisses. Même s'il est presque minuit, le père prend la direction du Midnight Pub, un club de Milan fréquenté par les passionnés de musique heavy metal. Il sait que son fils et les membres du groupe Circus of Satan s'y produisent régulièrement. Ça m'a pris un bon 30 minutes pour arriver au Midnight Pub à Milan. Al pub Midnight di Milano. Michel Tolis se présente au Midnight Pub, rencontre des gens qui sont là. Évidemment, tout le monde connaît Fabio. Dans le pub, la première personne qui vient me voir, c'est Paolo Leoni, alias Ozzy. C'est le nom qu'il se donnait à cause de son admiration pour Ozzy Osbourne. Paolo Leoni est l'un des membres du groupe musical de Fabio et travaille également comme serveur au Midnight Pub. Il m'a reconnu, il m'avait déjà aperçu quelquefois quand je venais chercher Fabio à l'occasion. Donc il me dit, « Monsieur Tolis, que faites-vous ici ?»« Comment, qu'est-ce que je fais ici? Je suis ici parce que je viens chercher Fabio, il m'a téléphoné. » Leoni me dit, « C'est vrai? Il n'y a pas longtemps, Fabio est parti avec Chiara au bistrot à côté pour téléphoner. Parce qu'au Midnight, on ne nous laisse pas utiliser le téléphone. Je vais au bistrot à côté, je m'informe au propriétaire, il me dit « Oui, je les ai vus. C'est vrai que le samedi soir, il y a beaucoup de monde, mais Fabio est venu m'acheter des jetons pour téléphoner. Il était avec Chiara, ce qu'il a dit au téléphone, ou s'il était accompagné aussi de d'autres personnes, je ne m'en rappelle pas. Le samedi, c'est full, on a trop de travail. » C'est ce qu'il m'a confirmé. Je lui ai dit « Merci, c'est bien. » Paolo Leoni suit Michel Tolis jusqu'au bistrot, où il informe qu'il y a, non loin, un chantier désert où Fabio et Chiara auraient pu se retrouver. Leoni me dit qu'il y a un chantier pas loin. Le soir, c'est tranquille. Peut-être voulait-il être seul en amoureux. Depuis quelque temps, Chiara s'intéressait à Fabio. Là, je lui ai dit, « Attends, cette Chiara, je n'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vue. » Leoni me dit, « Ok, nous pouvons peut-être les chercher. » Alors, nous visitons plusieurs pubs aux environs. Je lui pose sans cesse des questions sur Chiara. D'où vient-elle? Qui est-elle? Et Ozzy m'apprend que c'est une amie à lui, qu'elle habite près de chez lui à Corsico. Il ajoute que lui aussi commence à être inquiet car il est passé minuit et normalement lui et elle reviennent ensemble par le dernier métro. Je lui demande s'il a le numéro de Chiara pour les appeler. Je veux savoir s'ils sont déjà rentrés. Il me dit oui, elle demeure chez ses parents et il me donne le numéro de téléphone. J'appelle, la mère de Chiara répond. Je me présente, je lui dis que mon fils Fabio m'a téléphoné pour me dire qu'il accompagnait Chiara chez elle. Sont-ils arrivés? Elle me dit que non,
en ajoutant que Chiara est partie avec Ozzy et que donc, normalement, il aurait dû revenir avec lui. Après avoir parlé à la mère de Chiara, Michel Tolis continue ses recherches, accompagné de Paolo Leoni et de 4 autres membres du groupe Circus of Satan. J'ai continué mes recherches avec Paolo Leoni et d'autres membres du groupe. Naturellement, peu à peu, ils ont commencé à se défiler un par un. En premier, Guerrieri, ensuite Monterosso, ensuite Zampolo, qui disait avoir un ami pour le raccompagner. Donc, il ne reste avec moi que Ozzy et Massimino Magni. Vers 1h30 du matin, Ozzy m'affirme qu'il connaît un copain pour le raccompagner à Corsico et qu'il doit vraiment partir. Sûrement que tôt ou tard ou demain matin, les deux amoureux vont revenir à la maison, rajoute-t-il avec un sourire. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il constate que la couche de Fabio est vide. Donc, Fabio a décidé finalement de passer la nuit à l'extérieur, malgré la demande parentale de rentrer à la maison. À mon retour, la première chose que ma femme m'a dit avec son instinct maternel, c'est « Si Fabio n'est pas rentré, c'est qu'il est arrivé quelque chose. » Nous avons essayé de nous rassurer, mais finalement, je n'ai pas dormi de la nuit. À 7 heures, j'ai dit à ma femme, je vais à la maison de Chiara, à Corsico. Donc j'arrive là vers 7h30 du matin, convaincu que je vais les retrouver là. Mais en arrivant, je réalise qu'ils ne sont pas là. Et les parents de Chiara sont eux aussi très inquiets. Nous convenons que le premier à avoir des nouvelles appelle l'autre. Je leur laisse mon numéro de téléphone, mon numéro à la maison, et je repars. Michel Tolis décide finalement de se rendre au commissariat de police. Michel Tolis ne cache pas son inquiétude. Il le dit aux policiers qu'il est convaincu que quelque chose de grave est arrivé à son fils. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un officier, d'un brigadier ou d'un simple carabinier, mais celui-ci me dit « Monsieur Tolis, ce sont des jeunes, ils ont découché une seule nuit. Ne commencez pas à penser qu'il est nécessairement arrivé quelque chose de grave. De toute façon, on ne peut pas ouvrir un dossier de disparition avant au moins 48 heures. » De retour chez lui, Michel Tolis entreprend de contacter toutes les connaissances de Fabio, y compris chacun des membres du groupe Circus of Satan. Tout le monde me dit la même chose. Les musiciens, les membres du groupe Circus of Satan me donnent la même version des faits. Fabio et Chiara sont allés téléphoner, ils ne sont jamais revenus. La même version, en fait, que j'avais eue la veille de Leoni et Guerrieri, Monterosso, Zampolo et Magni. À partir de ces informations, nous décidons de nous rencontrer en après-midi au parc Sempione pour organiser une recherche. En après-midi, donc, je rejoins au parc tous les membres du groupe et c'est là que je fais la connaissance de Volpe et de Sapone. Avec Paolo Leoni, Nicola Sapone est l'un des cofondateurs de Circus of Satan et peu de temps après, Andrea Volpe rejoint la formation. Au début, Circus of Satan n'était qu'un groupe thrash metal qui reprenait les succès de Black Sabbath. Mais bientôt, Volpe et Sapone, qui sont tous deux alcooliques et toxicomanes, se mettent à vandaliser et saccager des cimetières pour y voler des éléments de décor qui serviront à leur spectacle. De fil en aiguille, Volpe et Sapone entraîneront les autres membres du groupe à la pratique d'un culte satanique. Le soir du 17 janvier 1998, Fabio Tolis et Chiara Marino ont été aperçus pour la dernière fois au Midnight Pub de Milan. Depuis lors, Michel Tolis poursuit ses recherches pour retrouver son fils. Et puis quand son fils a disparu, évidemment, il a porté plainte à la police. Et c'était un mineur qui avait disparu, 16 ans, avec la jeune fille majeure. Et là, la police a fait quelque chose, c'est-à-dire une petite banale enquête comme ça. Au début de l'enquête au chapitre des perquisitions, je peux au moins affirmer que les policiers n'ont même pas pris la peine de venir perquisitionner à ma résidence, voir la chambre de Fabio.
J'ai dû moi-même aller leur porter des éléments et leur parler des habitudes, des amis et des connaissances qu'avait Fabio. Lors des recherches, ils sont allés perquisitionner la chambre de Chiara où ils ont trouvé un autel avec des croix inversées et des versets sataniques. Donc la jeune femme semble plus impliquée dans les trucs occultes, mais il n'y a rien non plus qui laisse supposer que quelque chose de dramatique a pu se produire. Alors pour les policiers, on le comprend, on a une jeune femme de 19 ans qui fréquente un jeune homme de 16 ans, ce qui n'est pas nécessairement bien vu. Alors pour les policiers, ils déclarent que le jeune couple, les jeunes tourtereaux ont fui, c'est une fugue, et ils vont conseiller à Michel Tolis, comme à la mère d'ailleurs de Chiara Marino, de rester à la maison et d'attendre qu'à un moment donné, les jeunes vont donner des nouvelles, ils vont rentrer au bercail. Le père de Fabio n'a jamais cru à cette hypothèse et il a commencé à faire les recherches lui-même. J'avais fait imprimer des avis de recherche avec les photos de Fabio et de Chiara. J'avais commencé à les afficher un peu partout à Corsico, à Milan. J'avais entrepris ces démarches dès les premiers jours. En parallèle, les policiers de Cologno Monzese en font le moins possible. L'enquête sur la disparition de Fabio Tolis et Chiara Marino est au point mort dès le début. Les policiers essayaient plutôt de m'empêcher d'agir. Ils voulaient que je reste tranquille. Ils me trouvaient trop fatigant et trop insistant. Le maréchal de Cologno Monzese, exaspéré, m'a même dit que je leur cassais les couilles. 10 jours s'écoulent. La famille Tolis et la famille Marino font des appels à la population par l'entremise des médias. Quelques informations suscitent un peu d'intérêt, mais ne mènent nulle part. Apprenant que Chiara Marino avait dans sa chambre des objets à connotation satanique, Michel Tolis décide de réorienter son enquête en s'intéressant à l'univers des groupes heavy et thrash metal. Il fréquente les bars de Milan, questionnant systématiquement les amis et connaissances de son fils. J'avais recueilli quelques informations sur la clientèle assidue du Midnight Pub. Quelqu'un m'a confié que plusieurs de ceux qui fréquentaient l'endroit adhéraient au satanisme, tous regroupés autour de Ozzy Leone. Mais mon interlocuteur craignait de me nommer le nom des autres. Un soir, alors que je continuais mes recherches à Corsico, j'ai croisé un piéton promenant son chien et celui-ci m'a mis en garde. Il m'a dit d'éviter le secteur, que l'endroit était dangereux. Donc, quelques jours plus tard, j'ai décidé de m'inviter à l'improviste chez Paolo Leone. Sa mère, Polly, m'a invité à rentrer et elle m'a même laissé visiter la chambre de son fils. Il y avait des coupes antiques, des figurines de démons, un crâne de bouc sur le mur, des draps noirs. Ce qui est assez curieux dans la disparition de Fabio Tolis et de Chiara Marino, c'est que les policiers vont continuer de favoriser l'explication de la fugue, malgré que les parents continuent de présenter aux autorités des éléments qui semblent démontrer que la théorie de la fugue prend l'eau finalement. Michel Tolis insiste pour dire que quelque chose cloche dans le témoignage de tous les membres du groupe Circus of Satan. La version des faits, selon les membres du groupe, c'était du copier-coller. Une photocopie de la même histoire. Alors je me disais, les carabiniers de Cologno et de Corsico, les policiers de Milan qui ont entre les mains tous ces témoignages identiques, comment se fait-il qu'il ne vient à l'idée de personne que cette version est arrangée? C'est impossible que tous les membres racontent les événements en utilisant les mêmes détails et les mêmes mots. A posteriori, c'est ce qui m'a poussé à continuer mes recherches avec plus de détermination. J'ai voulu fréquenter ce milieu des groupes heavy metal pour essayer de comprendre où mon fils aurait pu se trouver, vu qu'il était influencé par cette culture marginale. Mais malgré tous ses efforts, Michel Tolis n'arrivera pas à retracer son fils Fabio. Le temps passant,
la disparition de Fabio Tolis et de Chiara Marino ira rejoindre les dossiers des affaires non résolues, jusqu'à un certain matin de janvier 2004. En janvier 1998, Chiara Marino et son copain Fabio, le fils de Michel Tolis, disparaissent sans laisser de traces. Pourtant, durant 6 ans, les autorités policières maintiendront la thèse de la fugue pour expliquer cette mystérieuse disparition. À l'aube du 24 janvier 2004, les carabiniers de Somma-Lombardo, dans la province de Varese, reçoivent un appel téléphonique. Le propriétaire d'un commerce de Somma-Lombardo a signalé avoir vu un jeune marchant les radars dans la rue et qui se parlait à lui-même. Et il donnait l'impression d'être sous l'influence de la drogue. Les carabiniers dépêchés sur les lieux trouvent un certain Volpe qui semble effectivement délirer. Dès leurs premiers échanges, les policiers réalisent que l'homme n'est pas dans un état normal. L'agent Capogreco lui intime de se calmer et d'expliquer ce qui ne va pas. Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, s'appelle Andrea Volpe et avoue avoir consommé un cocktail de cocaïne, d'héroïne et d'amphétamine. Les policiers, à force d'interroger ce Andrea Volpe, le jeune homme semble retrouver un peu ses esprits. Là, il raconte une histoire un peu cousue de fil blanc. Il dit qu'il roulait en voiture et qu'il était suivi par sa petite amie, Elisabetta Ballarin. Et là, à un moment donné, il a fait une embardée. Lorsqu'il s'est retourné, la voiture de sa copine n'était plus derrière lui. Et là, il dit aux policiers, sans trop donner de détails, il craint que sa copine ait été agressée par des gens. Et il ne sait plus où elle est et tout ça semble un peu mystérieux. C'était un mensonge. Quand les carabiniers ont finalement retrouvé la voiture de la jeune fille, Elisabetta Ballarin était à l'intérieur. Elle était pâle et avait de l'écume à la bouche. Interpellée par les policiers, elle a à peine ouvert les yeux avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Ils ont appelé les ambulanciers qui les ont transportés tous deux à l'hôpital. Le personnel médical comprend vite que la jeune femme souffre d'une surdose et, in extremis, la ramène à la vie. Âgée de 18 ans, Elisabetta Ballarin est issue d'une famille aisée de Somma-Lombardo. Elle et Andrea Volpe partagent un petit chalet isolé dans la forêt de Gola Secca, au nord de Somma-Lombardo. Dès ses 18 ans, Elisabetta abandonne ses études. Malgré le fait qu'elle était une bonne étudiante, elle a convaincu son père de lui donner les clés du chalet familial pour aller y vivre avec Andrea Volpe. Andrea Volpe est bien connu des autorités. C'est un chômeur et un toxicomane notoire, membre du groupe Circus of Satan. La police le suspecte même de tremper dans la vente de narcotiques. Dans l'après-midi du 24 janvier 2004, la jeune Elisabetta Ballarin, qui est toujours hospitalisée, sort de sa léthargie. Elle délire et marmonne des choses épouvantables qui parlent de sang et de sacrifice. Dans son discours délirant, vu son état semi-comateux dû à la drogue, ils ont compris qu'il s'était produit quelque chose au chalet de Gola Secca. Pendant ce temps, au commissariat de Somma-Lombardo, les choses se précipitent. Alors qu'Elisabetta Ballarin et Andrea Volpe sont tous les deux à l'hôpital, les policiers commencent leur enquête. Et c'est là que les choses vont commencer à s'enliser. En regardant, par exemple, la petite voiture, la petite Fiat Uno que conduisait Andrea Volpe, les policiers découvrent que la voiture n'appartient pas à Andrea Volpe. Elle appartient à une dame de la région de Somma-Lombardo. Ils la contactent. Cette femme raconte qu'elle est la mère d'une certaine Marie-Angela Pezzotta et que la veille, elle a prêté sa voiture à sa fille qui devait aller rencontrer des amis. Et lorsque les policiers lui racontent qu'ils ont retrouvé la voiture plutôt dans un triste état le long du barrage et qu'elle était conduite par un certain Andrea Volpe, la dame immédiatement fait savoir aux policiers qu'elle est très inquiète.
Parce que cette Andrea Volpe, elle le connaît. Il a été le petit ami de sa fille, Mariangela, pendant des années. Mariangela a rencontré Volpe durant ses études, lorsqu'elle avait 15 ou 16 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, ils faisaient comme tous les autres jeunes de leur âge. Il n'y avait pas de problème. Puis Volpe est parti faire son service militaire. Il est revenu transformé. Il avait des tatouages et son comportement avait changé. Comme nous étions préoccupés, Mariangela nous a confirmé qu'il avait des problèmes, qu'il se droguait. Et à partir de là, leur relation amoureuse a dégénéré. Mariangela a essayé de l'aider pour finalement se résoudre à le laisser. Et malgré que le couple se soit séparé depuis un certain temps, ils ont continué à entretenir une relation. Même, on va découvrir éventuellement que Mariangela prêtait de l'argent à ce Andrea Volpe. Alors, à partir de là, les policiers comprennent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. De retrouver comme ça la voiture de Mariangela Pezzotta, conduite par cet Andrea Volpe et qui est impliqué dans un accident. Il y a quelque chose qui cloche. Cet imbroglio n'augure rien de bon. Où est donc passée Mariangela Pezzotta? Pour les policiers, il est impératif d'aller fouiller le chalet qu'occupait le couple Volpe-Ballarine. Et lorsque les carabiniers arrivent sur les lieux, l'endroit semble abandonné. Ils entrent dans la maison. Il faut dire que c'est un chalet absolument modeste au bout d'une allée. Et en faisant le tour de la maison, ils découvrent un état d'insalubrité épouvantable. Les meubles sont renversés. Il y a des détritus qui traînent partout dans la maison. La seule présence vivante est un boa dans un vivarium. Et là, éventuellement, ils vont visiter juste derrière la maison. Il y a un petit bâtiment qui a été aménagé pour servir à la fois de hangar et de serre. Dans la fameuse serre derrière le chalet, ils ont trouvé sous un monticule de terre le corps de Mariangela Pezzotta. Ses mains et ses pieds étaient visibles car son corps avait été enterré très sommairement. Et, chose effroyable, le carabinieri raconta plus tard que le corps était encore chaud, alors que l'assassinat avait été le soir avant. Pour les enquêteurs, l'heure est venue d'aller poser quelques questions à cet Andrea Volpe. Peu de temps après son incarcération, Andrea Volpe a décidé de faire une confession. Pendant que les enquêteurs interrogent le suspect, d'autres agents se rendent au domicile d'Anna Maria Pezzotta pour lui annoncer la terrible nouvelle. Sa fille, Mariangela, a été assassinée dans le chalet de Gola Secca. Durant 6 ans, Michel Tollis recherchera, sans succès, son fils disparu dans la région de Milan. Le 24 janvier 2004, les policiers de Somma-Lombardo découvrent le cadavre de Mariangela Pezzotta et procèdent à l'arrestation d'Andrea Volpe en relation avec ce meurtre. Au commissariat de Somma-Lombardo, Andrea Volpe commence par nier son implication dans ce crime. La première version d'Andrea Volpe fut celle d'un coup de feu accidentel. Il a déclaré à l'enquêteur qu'il montrait à Mariangela un pistolet de la collection du père de son amie, Elisabetta Ballarine, et que le coup de feu est parti accidentellement. À ce moment-là, Elisabetta est accourue et lorsqu'ils ont constaté que Mariangela était décédée, ils ont décidé de ne pas appeler des secours. Qui les aurait cru d'ailleurs? Alors ils ont décidé plutôt de transférer le corps dans la serre, le hangar derrière la maison, et de l'enterrer sommairement. Ce qui cloche avec cette version, c'est qu'elle ne colle pas aux éléments de preuve retrouvés dans le chalet. Primo, les traces découvertes dans la neige près de la serre supposent la présence d'un complice non identifié. Secondo, le récit de Volpe contredit en plusieurs points celui d'Elisabetta Ballarine recueilli sur son lit d'hôpital. Questionné sans relâche, Volpe change sa version des événements pour une énième fois. Ces rectificatifs, qui visent à harmoniser sa version avec celle d'Elisabetta, rapprocheront finalement les policiers de la vérité. Le soir où Mariangela a été tuée, la veille de son anniversaire de naissance,
Andrea Volpe l'a appelé sous ce prétexte. C'était l'excuse toute trouvée pour convaincre Mariangela de venir le voir au chalet. Il raconte qu'à l'arrivée de Mariangela, ils se sont installés, lui et elle, dans la salle à dîner. Et à ce moment-là, une altercation est intervenue entre Mariangela et lui. Il a sorti un pistolet pour la menacer et accidentellement, le coup est parti, frappant à la gorge Mariangela qui est tombée à la renverse. Alors, ils ont paniqué. Ils ont appelé leur ami Nicola Sapone, qu'on indique comme un des chefs du groupe. Lorsque Nicola Sapone arrive au chalet, Mariangela est inconsciente, mais elle respire toujours. En apercevant la jeune femme agonisante, Sapone lui aurait lancé « Tu n'es même pas capable de tuer une fille ». Et là, comme la jeune femme était agonisante, ils ont décidé de l'envelopper dans une bâche et de la traîner à l'extérieur jusque dans le petit hangar. Ce n'est qu'une fois dans le hangar que ce Nicola Sapone aurait pris une pelle, en aurait asséné plusieurs coups sur la tête de Mariangela pour la tuer, et ils auraient tenté de l'enterrer sommairement et de la recouvrir avec la fameuse bâche. Sur ce Nicola Sapone aurait quitté les lieux en conseillant à Andrea Volpe de se débarrasser de la voiture en l'achetant dans la rivière. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Si les circonstances du meurtre de Mariangela Pezzotta apparaissent comme relativement claires, un point demeure obscur. Pourquoi? Que cache l'assassinat de cette jeune femme sans histoire? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs allaient bientôt révéler des événements qui vont choquer l'Italie tout entière. Dans la soirée du 24 janvier 2004, précisément, je regardais la télévision vers minuit. C'était le téléjournal de fin de soirée. Quand j'apprends que Andrea Volpe et Elisabetta Ballarin ont été arrêtés pour homicide. Le nom de Ballarin ne me disait rien. Par contre, quand j'ai entendu le nom de Volpe, tout s'est illuminé dans ma tête. C'était pratiquement comme un arbre de Noël. Toutes mes découvertes sur les cercles sataniques, tous les documents que je conservais à la maison depuis le début, tout ça me revenait à l'esprit. Michel Tollis avait passé les 6 dernières années à enquêter sur les activités underground du groupe Circus of Satan, lequel s'adonnait à des rituels prétendument sataniques. Après tout ce temps, il avait acquis la certitude que les activités démoniaques du groupe Circus of Satan, dont fait partie Andrea Volpe, ont joué un rôle non seulement dans la disparition de son fils Fabio et de Chiara Marino, mais également dans le meurtre de Mariangela Pezzotta. Le dimanche matin, la première chose que je fais, c'est d'acheter le journal pour lire tous les détails sur l'affaire. L'article est complet et il y a même la photo de Mariangela Pezzotta. Je la reconnais pour l'avoir déjà rencontrée à l'époque en compagnie du groupe. Elle était alors la fiancée d'Andrea Volpe. Et la voilà assassinée d'un coup de fusil dans la gorge. Donc j'ai fait un calcul mathématique très simple. 2 plus 2 font 4. Selon moi, ils ont tiré sur elle soit pour la faire taire parce qu'elle voulait tout dévoiler, ou soit parce qu'elle avait déjà parlé et qu'ils voulaient se venger. J'ai téléphoné au carabinier de Somma Lombardo et j'ai parlé au maréchal Segreto qui m'a donné un rendez-vous un après-midi. À 14h, je me présente au commissariat de Somma Lombardo et je lui raconte de façon succincte le résultat de mes recherches. Le maréchal interloqué reste figé, même son visage a pâli, et il me demande « Monsieur Tollis, êtes-vous certain de ce que vous avancez ?» Je lui montre le contenu de ma mallette noire que j'avais avec moi, pleine de trucs que j'avais ramassés sur les concerts, d'articles de journaux, d'affiches, de notes. Il y avait tout, et même plus. À Somma Lombardo, les enquêteurs tentent toujours de déterminer les raisons qui ont poussé Andrea Volpe à abattre son ex-petit ami. Les carabiniers interrogent le dit Sapone.
Informé des aveux de son ami, Nicola Sapone rejette tout en bloc. Il admet avoir reçu un appel d'Andrea dans la nuit du 23 au 24 janvier, mais jure que lorsqu'il est arrivé au chalet de Gola Secca, la victime était déjà morte. Il ajoute qu'en apercevant la jeune femme sans vie, il a vite tourné les talons et est rentré chez lui. Le reste, dit-il, n'est que mensonge. À ce stade, il est vrai que la police n'a rien de très concret contre lui. D'un côté, les aveux de Volpe, un toxicomane qui, depuis son arrestation, n'a pas cessé de changer sa version des faits. Et de l'autre, une Elisabetta Ballerin qui jure à présent ne garder aucun souvenir de cette funeste soirée. Devant cette absence de preuves, Nicola Sapone est relaxé, mais placé en examen judiciaire. C'est grâce à l'extraordinaire travail d'enquête réalisé en coulisses par Michel Tollis que les pièces du casse-tête vont enfin parvenir à se mettre en place. Son dossier concernant les activités sataniques des bêtes de Satan est digne d'une enquête des services du renseignement. Et cette fois, malgré les années écoulées, cette fois, les policiers, les carabinieri écoutent Michel Tollis. C'est vrai que c'est mince. On a trouvé un peu chez Chiara Marino des éléments à caractère occulte. On a trouvé dans le petit chalet où habitait Andrea Volpe et Elisabetta Ballerin des éléments occultes. C'est vrai que le groupe s'adonnait à de l'occultisme. Alors pour les policiers, même si les éléments sont faibles, il y a là suffisamment d'indices pour qu'on se décide enfin à suivre la piste de l'occultisme. Sur les conseils de son avocat, Andrea Volpe décide de se mettre à table le 17 mai 2004. Et à ce moment-là, il dévoile tout. Nous sommes un groupe nommé les Bêtes de Satan. Nous avons commis tous ces meurtres, celui-ci, celui-ci, celui-là, et voici tous les membres avec leurs noms. Ce qui correspondait exactement à la liste que j'avais fournie aux policiers. En ce début d'année 2004, à Somma-Lombardo, une région au nord de Milan, le meurtre d'une jeune femme jette la lumière sur un groupe qui pratique l'occultisme et le satanisme. Après plusieurs versions mensongères, le principal suspect, Andrea Volpe, décide de passer aux aveux. Et il va offrir une nouvelle version de la mort de Mariangela Pezzotta. Cette fois, il implique à nouveau son ami Nicola Sapone, mais il ne présente pas Nicola Sapone comme un collaborateur après le fait, mais il dit que Sapone est en fait celui qui a commandé le crime, l'assassinat de Mariangela Pezzotta. Au dire d'Andrea Volpe, la secte lui avait ordonné d'assassiner Mariangela Pezzotta parce qu'elle se détachait du groupe et qu'elle en savait trop. Elle était donc devenue une menace pour les membres. Dans sa nouvelle version, non seulement Volpe implique-t-il à nouveau son ami Sapone, mais affirme que celui-ci était devenu complètement paranoïaque depuis que Mariangela et lui avaient rompu. Nicola Sapone craignait que Mariangela ne fasse des révélations concernant Fabio Tollis et Chiara Marino, tous deux disparus 6 ans auparavant. Volpe ajoutera que Sapone lui avait clairement fait comprendre que s'il refusait d'exécuter son ex-petite amie, c'est lui et sa nouvelle compagne, Elisabetta Ballerin, qui seraient éliminés. Pour la première fois, les policiers vont avoir une vue d'ensemble de toute la mécanique qui a conduit finalement à l'assassinat de Mariangela Pezzotta. Un assassinat finalement qui remonte 6 ans en arrière avec cette soirée de janvier 1998 au Midnight Club. En ce début d'année 1998, les leaders du groupe Circus of Satan s'adonnent depuis un certain temps à un culte démoniaque, formant même à l'intérieur du groupe lui-même une cellule nommée les Bêtes de Satan. Autour de ce groupe des Bêtes de Satan, qui initialement n'était qu'un groupe de musique, a commencé à se grouper d'autres jeunes paumés, des toxicomanes, des alcooliques de la région de Milan. Peu à peu, le groupe va glisser vers le satanisme, l'adulation du diable. Parmi les gens qui vont se greffer à ce groupe, il y a cette Chiara Marino qui va être la seule femme d'ailleurs du groupe des Bêtes de Satan.
Elle a 19 ans à ce moment-là. Et il faut dire aussi qu'elle s'est amourachée d'un jeune qui a rejoint le groupe depuis quelque temps, qui est ce Fabio Tolis, qui est de 3 ans son cadet. Et tout ça déplaît beaucoup au groupe des Bêtes de Satan. En particulier à des leaders, des gens plus influents à l'intérieur du groupe que ne l'est Fabio Tolis, des gens d'autres hommes, qui eux aussi avaient un peu le béguin pour Chiara Marino. Mais depuis quelque temps, elle raconte qu'elle a besoin de plus de normalité dans sa vie et veut prendre ses distances par rapport au groupe des Bêtes de Satan. Alors ce soir de janvier 1998, les Bêtes de Satan se sont réunis d'abord en après-midi. Ils ont creusé une fosse dans un boisé en banlieue de Milan. Et là, le soir, ils se retrouvent au fameux pub, le Midnight Pub. Et là, ils décident de se rendre en forêt pour faire un rituel satanique. Fabio Tolis et Chiara Marino sont invités à participer. Fabio Tolis, peut-être à la dernière minute, a senti que quelque chose n'allait pas. Il a essayé de se dissocier du groupe, de prendre congé. Il a dit à Andrea Volpe, par exemple, qu'il souhaitait rentrer chez lui parce que son père s'inquiéterait. C'est cet Andrea Volpe qui va le forcer à appeler ce soir-là son père et de concocter cette histoire qu'il souhaiterait passer la nuit à l'extérieur avec Chiara Marino. Le soir du midnight, ils sont partis en disant on va dans une autre discothèque, une des plus grandes discothèques qu'il y a en Italie, je ne sais pas, même en Europe, je crois, qui s'appelle Nautilus. Mais au lieu d'aller au Nautilus, ils ont changé de direction, ils sont allés dans ce bois et Chiara et l'autre pensaient que c'était pour faire quelques rites stupides et au contraire, dès qu'ils sont sortis de la voiture, ils ont tout de suite agressé la jeune fille avec des couteaux. Chiara Marino a un petit canif dans sa poche. Elle a à peine le temps de le sortir, mais déjà saponné sur elle et Volpe va se mettre de la partie également. Ils vont la poignarder à tour de rôle. Fabio Tolis va essayer de s'interposer, mais un autre membre du groupe va se jeter sur lui. Et cet autre membre du groupe a un marteau. Il va en asséner plusieurs coups sur la tête de Fabio Tolis, lui littéralement lui défoncer le crâne. Et les deux tourtereaux, donc Chiara Marino, Fabio Tolis, agonisants, sont jetés dans la fosse. Les autres membres du groupe vont se réunir autour de la fosse et peut-être par geste de mépris, vont uriner sur les corps agonisants. Ils vont les enterrer. Et après avoir fini d'ensevelir les corps, ce Nicolas Sapone va même exécuter une petite danse sur la fosse en disant « Vous êtes des zombies, maintenant, essayez de sortir de votre trou », quelque chose comme ça. Le jour d'après, ils sont revenus là pour jeter de l'ammoniac, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, pour éviter que les animaux puissent arriver et peut-être découvrir, faire sortir le cadavre. Donc, le crime semble parfait à ce moment-là et on ne voit pas comment les autorités pourraient être mises sur la piste de ce sacrifice. Mais voilà que 6 ans plus tard, lorsqu'arrive cette séparation entre Andrea Volpe et Mariangela Pezzotta, les choses commencent à prendre une autre tournure. Après l'échec d'une première tentative de la part de l'équipe médico-légale pour retrouver la fosse où reposent les restes de Fabio et Chiara, le 18 mai 2004, Andrea Volpe guidera lui-même les enquêteurs jusqu'à la tombe des 2 jeunes dans la forêt de Sommalombardo. Les corps de Fabio et Chiara ont été retrouvés uniquement parce que Andrea Volpe leur indiquait l'endroit exact où creuser. Tout cela en ne se fiant qu'à une série de grands arbres entourant le boisé de Ticino. Il ne s'est trompé que de quelques centimètres. Personne ne pouvait se douter que ce petit boisé avait été le théâtre d'un crime aussi épouvantable. Cette exhumation des victimes est suivie par l'arrivée de l'équipe médico-légale.
dont l'enquête a permis de reconstituer la séquence des événements du drame de cette soirée funeste. Grâce et surtout à partir des traces de 64 coups de couteau sur la dépouille de Fabio. Ces 64 lacérations démontrent les tentatives désespérées de Fabio pour se protéger des armes blanches des assaillants, qui vont malgré tout finir par l'égorger et le tuer. Des mandats d'arrêt sont lancés et les policiers élargissent leur enquête, englobant une série de décès louches survenus dans l'entourage des bêtes de Satan. On suspecte même que certains adeptes auraient été poussés au suicide. Les assassins de mon fils ont pratiquement tous été condamnés. Leurs sentences vont de la perpétuité à 9 ans d'incarcération écopée par Massimino Magni. Sapone a été condamné à 2 sentences à perpétuité parce que c'est lui qui a sauvagement assassiné les 2 victimes et profané les dépouilles de Fabio e Chiara. Perpétuité pour Paolo Leone, alias Ozzy, considéré comme le chef spirituel, le leader du groupe, car c'est lui qui a introduit le culte satanique au sein du groupe. Étant le fils d'un sataniste reconnu, et lui-même condamné pour le meurtre d'une femme. Ensuite, successivement, Zampolo et Monterosso, 29 ans chacun. Mario Maccione, une sentence à perpétuité limitée à 19 ans et 8 mois, vu qu'il était juvénile. Puis Volpe, le repentant du groupe pour sa collaboration et sa confession, a d'abord été condamné à 30 ans de prison et finalement n'a eu que 20 ans, sentence confirmée en cour de cassation. Les sentences ont été justes pour l'ensemble des inculpés. Pour Elisabetta Ballerin, selon moi, je crois que la peine a été trop sévère. Jeune fille de 18 ans, son rôle était marginal, mais elle a été condamnée à 23 ans, alors qu'Andrea Volpe, qui a tué 4 personnes, n'a eu que 20 ans d'incarcération. La juge Maria Greca-Zonco a conclu que les membres des bêtes de Satan n'étaient pas des criminels inspirés par le satanisme, mais plutôt des individus faibles, immatures et incultes, s'étant construit un univers où régnait une totale misère morale. Le résultat à la fin, même si ces gens ne s'y connaissaient pas vraiment en satanisme, le résultat c'est que le diable, si on y croit, il a gagné parce que ils ont provoqué la mort de pas mal de gens. On a besoin de se rappeler que souvent, par amour, nous pouvons poser des gestes irréfléchis. Mariangela, pour avoir payé les dettes de Volpe, y a laissé sa vie. Meurtres occultes ou non, l'affaire des bêtes de Satan n'aura laissé que chagrin, regret et certainement beaucoup de remords. Les remords des inculpés sont toujours des regrets pour eux-mêmes. Ceux qui ont commis ces délits, des crimes épouvantables et répréhensibles, ont demandé pardon à moi personnellement, à ma famille, à nos familles et même à leur propre famille. Certains d'entre eux ont utilisé les journaux et les médias pour le faire. Volpe et Guerrieri ont exprimé leur repentir de cette manière. Mais moi, quand j'ai personnellement rencontré Volpe au pénitencier, dans un face-à-face, en le regardant, j'ai compris que ces regrets, c'était pour bien paraître. Car pour eux, le mal coule dans leurs veines. Il est inscrit dans leur ADN.